parti. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le cadre des échanges, témoignages, partage d'expériences de personnes qui veulent nous parler de leur parcours et qui veulent nous présenter un métier. Ce sont des témoignages et ce type de contenu a lieu toutes les semaines dans la communauté de coaching de carrière. Donc, moi, je suis Bérangère Touchman, je suis la fondatrice du Bilan de Confiance. Le Bilan de Confiance, c'est un accompagnement en ligne en 6 mois pour aider, accompagner les mamans actives à trouver leur place au travail et l'apprendre. Donc, ça passe par trouver un projet pro, ça passe par le mettre en œuvre, ça passe par gagner confiance. Il y a Perrine qui arrive, génial. Tout ça, voilà, on vous accompagne et dans le cadre du bilan de confiance qui existe maintenant depuis 8 ans, on a une super communauté. Marie, tu fais partie de cette communauté, vous faites partie de cette communauté et c'est trop bien parce qu'on peut échanger, s'inspirer et tout ensemble se redonner le pouvoir d'agir pour pouvoir changer de vie professionnelle, aller vers une vie professionnelle meilleure. Alors, ce que je vais faire, écoute Marie, est-ce que toi, tu es OK pour démarrer, nous présenter ton parcours, qui tu es? Ce qui va être vachement important pour nous de comprendre, c'est quelle est ta formation au départ et ta vie professionnelle finalement, par quoi elle était paramétrée au départ, puis finalement, comment t'en es arrivé, tu vois, à ce point B aujourd'hui. Tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais quelles ont été tes étapes et comment on devient assistante virtuelle et même formatrice d'assistante virtuelle comme tu l'es aujourd'hui. Donc, Ouais, écoute, nous sommes toutes oui. ça Nous marche. Écoute, déjà, merci pour cette invitation. Je suis super contente d'être là pour parler un petit peu de mon parcours et j'espère que ça va inspirer celles qui nous écoutent à oser parce que je pense que c'est vraiment ça le début du tout. Alors, donc, moi, je suis Marie Di Maggio, j'ai 31 ans, j'ai grandi donc, en Nouvelle-Calédonie, je me suis installée en France il y a 2 ans. Et mon parcours professionnel, il a été ça a été les montagnes russes. En fait, à l'origine, moi, tu sais, j'ai toujours été hyper admirative des gens qui savent ce qu'ils veulent faire dès le départ. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours été attirée par plein de trucs, mais je me suis jamais dit « Ah, j'ai envie de faire ça, voilà, je suis née pour ça », comme certaines personnes que je connais, et je trouve ça génial. Donc, en fait, mes premières expériences professionnelles, ça a été un peu la somme de hasards qui m'ont conduit là où j'étais. Après mon bac, je suis partie en Australie pendant 1 an pour apprendre l'anglais parce que je ne savais pas quoi faire. J'avais envie d'être graphiste, mais mon père me disait non, c'est un peu trop bouché. Donc, j'ai mis ça de côté. Je suis rentrée un peu par hasard en droit, donc j'ai fait un semestre, j'ai laissé tomber. Et finalement, 1 an après, je suis rentrée en école de commerce, complètement au hasard. Je suis passée les concours une semaine avant, j'ai été acceptée. Je me suis dit, bon, ok, allez, go. Et pendant l'école de commerce, ça a été hyper formateur parce que tu vois énormément de choses et il y avait quand même pas mal de trucs qui m'intéressaient. Et moi, à la base, j'étais quand même plus axée marketing, etc. Et en réalité, j'ai choisi de me spécialiser en finance pendant ces écoles de commerce parce que tous les profs me disaient oui, le marketing, c'est pour les nazes, ça paye pas, nanana. Et je me suis mis comme ça plein d'idées dans la tête et je me suis dit, ok, allez, hop, je laisse. Et je suis allée vraiment dans l'aspect finance. Et au final, en sortant d'école de commerce, j'ai enchaîné direct. J'ai pris un poste, donc je suis devenue consultante auprès des entreprises. Et l'histoire, elle a duré quasiment 4 ans. Donc un poste dans lequel je me suis plutôt éclatée. Je pense que le début de ma vie professionnelle a été vraiment très épanouissant. Et puis l'entreprise a rencontré des difficultés professionnelles, économiques surtout. Et j'ai dû à un moment donné faire le choix de la sécurité et trouver un autre emploi. Et je suis rentrée à la banque puisque c'était un poste que je connaissais, que j'avais déjà occupé pendant mes stages en école de commerce. Je suis rentrée à la banque et là, grosse douche froide parce que c'était un poste où l'aspect commercial était très très important, plus que le côté conseil. Et voilà, je n'étais pas en phase avec ça, avec cette grosse machine. Et je suis partie. Et je suis partie, j'ai réintégré un cabinet de conseil en fiscalité cette fois-ci. Donc, j'étais chargée d'études. Donc, je m'occupais de dossiers de financement pour les entreprises de défiscalisation. Donc, je les accompagnais dans leurs investissements. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, jusqu'à cette fameuse année un peu charnière dans mon parcours où ça commençait vraiment là, cette fois-ci, à me peser. Et je suis rentrée vraiment dans une phase de bore-out où j'avais rien à faire de mon temps. Ah ouais. Parce que autant la première année où je suis rentrée, c'était une création de poste, donc bon, j'apprenais des nouvelles choses, donc j'étais dans cette phase vraiment d'action.
Et au bout d'un an, je commençais déjà un petit peu à m'ennuyer. Et au bout de 3 ans, je passais mon temps à regarder l'ordinateur, à regarder l'heure tourner, à attendre que ça passe. À te dire à 16 heures, je vais aux toilettes. À 14 heures, je vais me prendre un café, un Twix. Ouais. Quand l'aiguille, elle est là, j'y vais. Et le dimanche soir, la boule au ventre parce que le lundi matin, le lundi, vivement vendredi. Et puis Ouais. voilà, c'était un Ouais. cycle comme ça, vraiment. Ouais. Et la dernière année, vraiment, j'étais pas bien. Et forcément, ça rejaillissait aussi dans ma vie personnelle. Je perdais confiance en moi. Ouais. Et juste, Marie, tu peux peut-être nous dire ce que tu entends par bore-out, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce mot. Alors, le burn-out, c'est vraiment le fait de s'ennuyer au travail, en fait, tout simplement. C'est le truc où tu arrives, tu regardes ton ordinateur, puis tu t'inventes des missions. Voilà, tout Ouais. simplement. Donc, Mm. pas très épanouissant. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup, beaucoup de bouger. J'ai du mal avec la routine dans le travail. Je m'ennuie très vite. Ouais. Et là, il n'y avait pas vraiment d'option. J'ai eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir basculer sur un autre poste, mais ma responsable s'est un peu opposée à ça parce qu'elle voulait me garder dans son service. Donc voilà, ça a été une année vraiment de dégringolade d'un point de vue moral. En plus, j'avais perdu une grosse partie de mon salaire parce que dans mon premier poste, j'étais très bien payée et là, je stagnais en fait depuis quasiment 4 ans. Donc il y avait aussi ce côté-là financier qui me disait bon, ok, ça fait 4 ans, il ne se passe plus rien. Voilà, donc grosse période de remise en question. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon, c'est pas possible, il va falloir que j'agisse. Et j'avais 2 choix en fait. C'est soit je cherchais une autre entreprise, toujours un peu dans le même secteur, banque, finance, hein, Ouais. soit je repartais de zéro en fait. Et là, pour le coup, ça voulait dire tous les choix que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne me ressemble pas, c'est pas moi. Ouais. Et je cherche autre chose. Voilà, je repars de zéro et c'est parti. C'est intéressant, tu vois, dans ce que tu dis. Là, je reboucle avec la phrase que tu viens de prononcer. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pas moi. Il y a énormément de femmes et de mamans qui sont dans notre communauté, qui sont dans cet état d'esprit-là. Parce que, tu vois, je reboucle avec ce que tu as dit tout à l'heure, dans ta manière d'avoir fait tes choix d'orientation, d'options, de stage, etc. C'était plus faire au mieux. Qui peut le plus, peut le moins. On va faire de la finance parce que bon, ça a l'air d'être mieux. Tu vois, influence de l'entourage. Ton père te disait que, tu vois, on est très, très, et je dis on avec un O majuscule parce que franchement, on est toutes comme ça. On veut faire au mieux, on veut être des bonnes élèves, on veut faire ce qu'on attend de nous et on est quand même un peu déconnecté de notre radar depuis toujours sur mais moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux, etc. On est conditionné par ça et on est conditionné aussi par le côté diplôme, par le système éducatif et quand tu sais vers quoi tu as envie d'aller, c'est facile, mais quand c'est pas aussi clair, tu te laisses un peu porter et tu prends ce qui arrive et voilà, tu fais des choix à un moment donné en fonction de ce qui est proposé. Moi, je me suis beaucoup fait influencer par l'extérieur. Alors, c'était pas volontaire de la part des amoureux autour de moi, mais moi, j'étais très sensible à ça et je me disais, allez, on te dit que ça, c'est bien. Je me disais, oh là là, j'accompagne du conseiller en fiscalité. Je trouvais que c'était pompeux, tu vois, je trouvais ça bien. Et voilà, je suis rentrée là-dedans, sauf qu'à un moment donné, tu peux rentrer dans le moule, mais à un moment donné, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Et là, je suis arrivée vraiment à ce stade, quasiment au bout de 7 ans et demi d'expérience pro, où c'était plus possible. En fait, je me suis dit, mais je peux pas passer le reste de ma vie à continuer à me dire tous les lundis, oh purée, j'ai pas envie de commencer la semaine et à pas savoir où aller, quoi. Et je pouvais plus, de toute façon, j'ai arrivé à un stade où vraiment j'étais en profonde souffrance et ça, c'était compliqué pour moi à la maison quand je rentrais. Je perdais confiance en moi, j'étais tout le temps énervée. C'était une période compliquée. Et d'autant plus compliqué que donc j'ai eu cette prise de conscience de me dire peut-être qu'il faut que je reprenne la réflexion à zéro et que je me pose vraiment cette question, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie de me lever le matin. Sauf que ça c'est le début. Puis après, faut trouver le quoi. Ok. Et ça a été long parce que je ne savais pas du tout vers quoi me diriger. Donc, naturellement, je suis allée un petit peu vers des trucs que j'aimais bien, que j'avais mis de côté avant. Donc, par exemple, quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup de photos, j'utilisais Photoshop, j'étais vachement dans le blogging, je créais des sites internet quand j'étais en primaire, enfin, tu vois. Génial. Et je suis retournée un peu vers ça naturellement. Donc, j'ai fait un stage sur Photoshop. Et ça a été, en fait, j'ai lancé un peu des pistes, des hameçons, tu vois. Ouais. Et j'ai suivi. Voilà, je me suis un peu laissée porter.
À un moment donné, il y a une de mes amies qui avait besoin d'un site internet. Je lui dis, bah attends, je te le fais et tout. Voilà. Naturellement, je me suis dit, va vers des trucs qui te Ouais. font kiffer, puis bah, Qui on font verra. plaisir. C'est important, hein, cette boussole du plaisir pour savoir, pour avoir plus de clarté, le plaisir, hein, c'est important. Hein. Ouais, Ok. bah, quitte à reprendre de zéro, autant faire un truc qui te fait kiffer, quoi. C'est clair. Mais non, mais parce qu'on pourrait tu sais, il y a une erreur que pas mal de personnes font et je jette la pierre à personne, c'est OK, reprendre de zéro, d'accord, mais ce que j'ai à perdre est tellement gros parce que j'ai une compétence, j'ai une expérience, etc. Je vais faire un truc qui m'en rapproche quand même, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même de passer à l'étape d'après et de se dire non, mais vraiment de zéro, quoi. Même si Oui, on ne recommence jamais de zéro vraiment, mais bon, en non, tout cas, tout à super. fait. Le plaisir. Je cherche où est mon plaisir et j'y Oui, vais. mon plaisir. Et à ce moment-là, j'étais évidemment encore salariée. Il était hors de question que je fasse quoi que ce soit tant que j'avais pas une vraie piste. Et un jour, je suis tombée comme ça par hasard sur une publicité sur Facebook pour de la rédaction web. Mm. Donc l'objectif, en fait, c'était d'apprendre à écrire pour Internet Ouais. et de devenir freelance. Mm. Et là, il y a un petit truc qui s'est passé où je me suis dit, OK, ça, vraiment pour la première fois depuis 1 an que j'avais enclenché ce processus de réflexion, je me disais, ça pourrait me plaire, ça pourrait vraiment ouais, être le truc qui va me faire bouger. Donc j'ai La cliqué. rédaction web. Donc, rédaction web. Écrire des Rédaction web, articles de blog, écrire des pages de c'est vente. ça. Ouais. Exactement. À partir du moment où tu fais une recherche sur Internet, quand tu cliques sur un site et que tu lis une information, bah, il y a quand même beaucoup de chances que ça ait été rédigé par un rédacteur web. Donc, c'est Ouais. quelqu'un dont le métier, c'est d'écrire pour Internet. Pour Google, en fait. Ouais. Pas pour des humains, mais dans l'objectif, ouais, d'être bien référencé Ouais. sur Google, effectivement. Bah, et c'est très, très utile parce qu'aujourd'hui, ça remplace des commerciaux hein, pour certaines boîtes. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis, tu écris sur plein de sujets, donc il y a une vraie diversité. Moi, j'ai toujours adoré écrire, j'ai un profil littéraire. Ouais. Donc, ouais, vraiment, je me suis dit, purée, trop bien. Donc, j'ai cliqué, j'ai découvert le blog de Lucie à l'époque, qui était donc la personne qui tenait ce blog-là. Ah, mais oui, mais Lucie qui est partie faire le tour du monde. Alors, Lucie, elle vit en Nouvelle-Calédonie. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, alors ça a été le deuxième gros hasard et gros coup de chance pour moi. C'est que donc j'ai découvert Lucie, donc Lucie Rondelet, qui a le blog Formation Rédaction Web, et une grosse chance pour moi. Donc elle a sorti sa formation au moment où j'ai découvert son blog, et elle vivait en Nouvelle-Calédonie comme moi, donc Nouvelle-Calédonie c'est un peu perdu. Donc vraiment le pourcentage de chance, tu vois, que ça se passe, c'était quand même assez Ouais. dingue. Ouais. Et voilà, donc ça a été mon déclic. J'ai démissionné. Donc 3 mois après mon préavis, j'ai tout plaqué et je me suis consacrée à cette formation. Donc évidemment, je ne l'ai pas fait sans y réfléchir. J'ai notamment fait un gros calcul pour savoir quel était le montant de mes charges. Parce que j'étais propriétaire, j'avais acheté, j'avais quand même une vie bien, tu Ouais. vois, sur les rails, quoi. Mm. Et je me suis dit, bon, combien ça me coûte tous les mois, combien j'ai besoin de faire rentrer pour pouvoir continuer à assumer mes charges, qu'est-ce que je sais faire et que je pourrais vendre pour faire rentrer quand même un peu d'argent dès le départ. Donc à l'époque, je savais déjà faire des sites internet, donc je me suis dit, voilà, ok, j'ai besoin de 1 000 € de faire rentrer tous les mois, ça représente combien de sites internet? Est-ce que si je suis à plein temps juste à faire que ça, c'est faisable pour moi de me dire, je trouve 2 clients, alors je crois que c'était 2 ou 3 clients à l'époque. Mm. Oui, bon, allez, j'y suis allée. Et ça a été vraiment mon cheminement de me dire, ok, j'y vais, mais j'y vais pas non plus quand même. Voilà, je Tu as fait réfléchis ton un peu. calcul quand même. Tu vois Ouais, comme quoi tu n'es pas reparti de zéro parce que ce lancement dans l'entrepreneuriat, merci à ton background finance, banque, savoir faire un business plan, etc. Donc, tu vois, parfois, on a l'impression qu'on repart de zéro, mais sans les compétences qu'on a acquises dans notre vie d'avant, il est compliqué parfois d'aller dans la vie numéro 2, quoi. Donc, c'est une important, je pense, à évidence. dire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup appuyer là-dessus avec mes élèves, c'est on part jamais de zéro. Toutes les expériences que tu as, à un moment donné, elles te servent, même si tu as l'impression que tu es dans un monde à part, c'est pas du tout le cas, quoi. Mm. Mm. Donc voilà, j'ai préparé ce départ-là, j'ai posé ma démission et 3 mois après, donc je démarrais cette formation-là. Et, et finalement, il s'est passé un truc un peu improbable que je n'avais pas anticipé. Donc j'ai rencontré Lucie, qui était à Nouméa aussi. Et à l'époque, elle construisait donc cette formation en rédaction web et elle me disait, écoute, est-ce que tu t'y connais un peu en montage vidéo?
Je dis, bah ouais, enfin ouais, j'avais fait ça il y a longtemps, mais c'est les vidéos d'anniversaire, mais oui, Ouais. bah oui, je peux bien. Et elle m'a dit, bah écoute, est-ce que ça te dirait de m'aider à construire cette formation? Bah, très bien, carrément. Je me suis dit, je vais être payée pour faire du montage vidéo. Je trouvais ça un peu trop beau pour être vrai, mais je me suis dit, bah, go, quoi, totalement. Et en plus, j'avais un avantage énorme, c'est que du coup, je voyais la formation en accéléré avant même que tous les Ouais, autres. carrément. Ça me permettait d'accélérer mon apprentissage et en même temps d'être payée déjà et de faire un truc que je trouvais cool. Donc, j'étais à la maison, Première cliente. C'était ta montage première cliente. vidéo. Comment? C'était ta première cliente. C'était ma première Ouais. cliente. Et ça, ouais, ça a été ma première cliente. Et du montage vidéo, bah, on a basculé sur un peu de gestion administrative, donc répondre à des emails, répondre au support client, faire le suivi de ses facturations, plein de trucs donc, que j'avais aussi, bah, pareil, un peu vu dans mes expériences bah, pro auparavant, parce que quand tu travailles en banque, c'est très très processé, pareil. Donc voilà. Et en fait, d'une petite mission, bah, au fur et à mesure, j'ai eu la chance d'être là finalement au démarrage de son activité. Et plus les mois passaient, plus son activité grandissait. Et plus du coup, bah, les missions aussi se multipliaient. Et je me suis retrouvée à faire bah, la gestion des réseaux sociaux, des emails, de la comptabilité, du montage vidéo, écrire des articles de blog quand même. C'est un peu l'idée. Et voilà, en fait, et finalement, l'aider dans tous les plans de son activité. Et Lucie est devenue donc ma cliente principale pendant 3 ans. Et au final, donc, j'ai laissé tomber la rédaction web et je me suis consacrée à ce poste d'assistante virtuelle. Et c'est comme ça, en fait, finalement, que complètement par hasard, je me suis lancée dans ce métier-là, en fait. Ok. Voilà. Donc, ma mission, en fait, c'était de l'accompagner au développement de son entreprise, de l'aider sur un peu tous les aspects, parce que c'est un poste qui est très polyvalent. Tu fais autant de l'administratif que du marketing, que de la com, que un peu de facturation, un côté un peu technique aussi, parce que tu as des fois des pages de site internet à créer, ou voilà. Il y a plein de volets. Et moi, qui étais quelqu'un qui m'ennuyait très vite, bah là, pour le coup, je ne m'ennuyais plus du tout, puisqu'il y avait toujours un nouveau truc. Et Ouais. plus son activité grossissait, plus les besoins étaient importants, et donc plus c'était intéressant aussi, d'un point de vue juste business. Ouais. Et voilà comment je suis devenue assistante virtuelle alors que c'était pas du tout l'objectif de base. Comme quoi, il y a plein de chemins qui peuvent Ouais. mener à rendre. Alors, ce métier, on ne le connaît pas en fait. Assistante virtuelle, alors pourquoi on ne le connaît pas? Tu peux nous parler de ce métier-là vraiment? Parce que je sais, alors Perrine, je connais le questionnement de Perrine qui est là, mais les autres personnes, mettez-nous peut-être dans le chat des questions ou ce qui vous intéresse vraiment de savoir sur le métier d'assistante virtuelle et dans le témoignage de Marie. Et puis Marie, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi ce métier en fait, quel est le bien fondé de ce métier aujourd'hui en 2021? Quand j'ai commencé à travailler pour Lucie, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai trouvé le job de rêve, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je ne savais pas mettre de mots vraiment là-dessus. Il y a que peut-être il y a 2 ans que je me suis dit, OK, voilà, c'est assistant virtuel, mais parce que je faisais tellement plein de trucs, mais dans un monde un peu différent, parce qu'Internet, c'est complètement un monde parallèle. Ouais. Et du coup, c'est des métiers qui sont très peu connus déjà, alors surtout en France, un peu moins quand même dans d'autres pays, mais surtout en France, parce que ça fait partie des nouveaux métiers qui ont émergé avec l'avènement d'Internet, avec la digitalisation, avec le fait d'être visible en ligne, et alors encore plus là depuis un an avec le confinement, parce que travailler en ligne, ça présente un avantage qui est quand même assez dingue, c'est que tu peux bosser depuis n'importe où, tu es à ton compte, donc tu gères tes horaires, tu gères tout. En fait, tu peux bosser de la France, de Nouvelle-Calédonie ou de peu importe où. Ouais. Et en fait, quand j'ai démarré, donc souvent, on a fait quelques déplacements en France, donc on était dans tous ces réseaux, en fait, dans tous ces réseaux d'entrepreneurs sur Internet. Et à chaque fois, on me disait, mais Marie, est-ce que tu as du temps pour prendre d'autres missions? Moi, j'aimerais trop travailler avec quelqu'un comme toi. Et je disais, non, non, moi, je travaillais avec quelqu'un et ça me suffisait. Et en fait, quand je me suis installée en France et que je me suis vraiment cette fois-ci mise moi toute seule là-dedans, je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai besoin. Il y a vraiment des gens qui ont besoin aujourd'hui d'être assistés, mais qui ne trouvent pas les personnes qui sont qualifiées pour ça, parce que le web marketing, ça ne s'invente pas. C'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Et même aujourd'hui, si tu cherches une formation web marketing, mais il n'y en a pas. Ouais. Et pour autant, il y a un vrai potentiel dans ce métier parce que tu es freelance, donc tu te gères,
il y a un énorme besoin sur le marché. Et alors encore plus aujourd'hui avec les conditions qu'on connaît, il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers le télétravail. Il y a aussi un vrai potentiel parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de gagner en visibilité, qui aujourd'hui, quand elles ne peuvent pas ouvrir leurs portes au public, elles cherchent un autre système, et l'autre système, c'est de vendre à distance. Et pour ça, Internet, ça offre une visibilité énorme parce que le marché, il passe de ta ville à la France entière, quoi. Le monde entier. Le monde entier, il n'y a pas de frontières. Donc, pour moi, aujourd'hui, travailler sur Internet, et Internet, c'est l'avenir. Je vois pas comment, je vois pas comment on peut mettre ça de côté. Et c'est pour ça aussi que je crois profondément en le futur de cette activité, et que j'ai créé donc mon programme pour former des assistantes virtuelles, parce que je me suis dit, mais il faut, il faut faire connaître ce métier. Il faut. Ouais. Mais tu vois, on est un petit peu dans les mêmes réseaux d'entrepreneurs, Marie. Moi, tu vois, ça fait 8 ans que je suis lancée. J'ai fait mes 3 premières années en physique sur Toulouse avec un cabinet à l'ancienne, etc. Bon, à un moment donné, j'ai eu ma première fille, ma deuxième fille, je suis passée tout en virtuel. Et alors moi, perso, je suis très bonne en coaching. Enfin, mon métier, je le connais par cœur. Mais tout ce qui, du moment où tu te virtualises, entre guillemets, et que tu passes au niveau du web, quand tu as une entreprise, tu ne peux pas avoir toutes les compétences. Il te faut absolument un bras droit. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 assistantes. Et c'est que moi, hein, et les entrepreneuses comme moi, j'en connais, je sais pas, 400. Tout le monde a besoin d'une assistante. Et c'est effectivement un vrai enjeu, c'est ton bras droit, c'est un poste clé. Aujourd'hui, c'est un petit peu la virtualisation du poste d'assistante de direction. En tout cas, c'est comme ça, moi je le vois. Assistante de direction, gestion de planning, de boîte mail, etc. Mais tu as aussi toute une partie gestion administrative et comptable parce qu'on est des entreprises. Tu as toute une partie gestion marketing parce que le chef d'entreprise aujourd'hui, il ne peut plus être en train de… Moi, je ne fais pas mes images sur tous mes réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout moi qui les gère. C'est Juliette, ma super assistante. Quand on envoie des mails, pour chaque, si tu veux, pour chaque action du chef d'entreprise aujourd'hui qui ne serait pas de la stratégie et de la matière grise, il y a des bras, il y a des mains, et ça, ce sont les assistantes. Et vraiment, moi aussi, j'y crois à fond dans l'avenir de ce métier. Et je trouvais ça très, très important que tu puisses parler. Aujourd'hui, à la communauté, il y a une question, je vais la prendre tout à l'heure, on va la prendre. Je trouvais ça très important parce que les working moms qui me suivent, eh bien, beaucoup arrivent comme dans une impasse. C'est-à-dire, elles arrivent, elles ont le plafond de verre en entreprise au-dessus de la tête, ou elles sont à leur, je sais pas, deuxième, troisième enfant, elles voient que ça commence à poser problème pour l'articulation pro-perso, elles veulent du sens, elles veulent plus de flexibilité, plus d'autonomie. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, notez-le dans le chat. Et tu vois, un métier depuis la maison, c'est fabuleux. Parce que ça donne une flexibilité. Moi, je l'ai avec mes enfants, là, tu vois, école fermée, on s'arrange avec mon mari, etc. Mais donc, c'est possible. Mais le problème des métiers indépendants, c'est qu'il n'y a pas toujours du débouché, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne vas pas gagner 3 000 € par mois à aller vendre de l'aloe vera en Réunion. Si tu vois, qu'on soit clair, hein. Et là, tu es en train de nous présenter, et vraiment, j'en suis la caution, la preuve vivante, que le métier d'assistante virtuelle, parce que moi, je fais appel à 2 assistantes virtuelles, le métier d'assistante virtuelle, c'est un métier qui est porteur, c'est un métier où il y a des débouchés, c'est un métier sur lequel on peut se former assez rapidement, et c'est un métier passionnant. Ouais, et où en plus, tu as une chance quand même assez, je trouve, moi, inouïe par rapport aux autres métiers du web, c'est que tu noues vraiment des relations de confiance avec tes clients. Ça veut dire que la phase de prospection, parce que, soyons clairs, quand tu es freelance, ça veut dire que tu vas chercher tes clients. Donc, il y a aussi quand même ce côté prospection. Et ce qui peut faire peur à certaines personnes, je le vois parce que c'est quelque chose qui ressort souvent avec mes élèves. Mais une fois que tu as trouvé ton client, la relation est tellement importante et ce que tu apportes au quotidien est tellement important que c'est des relations qui sont nouées sur le long terme. Donc, ça veut dire que quand tu démarres une collaboration avec un client, a priori, tu en as pour quelques mois. Moi, ça a duré 3 ans. Donc, après, voilà, tout dépend. Vous trouvez le juste milieu. Mais donc, tu as aussi quelque part une certaine pérennité dans cette activité-là que tu ne vas pas forcément retrouver ailleurs. Et si l'entrepreneur, il veut grandir,
à un moment donné, tu ne peux pas tout faire tout seul parce Ouais. que les personnes qu'on cible dans ce métier-là, en tout cas, moi, les personnes que j'invite, les personnes qui suivent mon programme à cibler, c'est des entrepreneurs qui sont seuls. Et j'aime bien faire le parallèle avec une entreprise classique. Dans une entreprise traditionnelle, tu vas avoir plein de services. Tu vas avoir le service com, le service comptable, le service marketing, le service financier, le service administratif. Donc, et dans chaque service, tu as 3, 4, 5 personnes voilà, qui sont au service de cette entreprise-là et qui la font fonctionner. Et pour autant, tous ces volets-là, tu l'as dit tout à l'heure, on va le retrouver dans une entreprise en ligne, sauf que tu as une seule personne qui fait tout, c'est l'entrepreneur. À un moment donné, si tu veux grandir et si tu veux te consacrer vraiment sur la stratégie de ton entreprise, il y a forcément des choses qu'il faut que tu délègues parce que sinon tu ne peux pas être partout, en fait, tout simplement. Donc, Ouais, se faire accompagner de personnes voilà, polyvalentes qui ont des compétences, c'est un accélérateur pour ces gens-là. Donc, c'est la phase critique indispensable. À un moment donné, tu dois passer par la délégation. Donc, le travail, il est là. C'est sûr, moi je l'ai vécu aussi. On va prendre les questions et tu vas peut-être nous présenter exactement ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ta formation, enfin voilà. Ouais. Carole, alors Elsa, alors salut à toutes celles que je n'ai pas accueillies et qui sont arrivées entre-temps. Carole, tu nous demandes, cette assistante de direction virtuelle, j'ai l'impression, sur de l'administratif et du virtuel. Alors oui, ce que tu entends peut-être par virtuel, Carole, c'est digital, oui. Une assistante virtuelle, elle est assez polyvalente parce qu'elle peut effectivement faire de la compta, du classement comptable, de la gestion de l'administratif et aussi tout ce qui est en lien avec les compétences très digitales, c'est-à-dire mettre en place des textes sur des outils pour envoyer des emails, Oui, il y a beaucoup de marketing, beaucoup de communication, donc ça passe par les réseaux sociaux, par Facebook, par Instagram, par YouTube. Alors, tout dépend de la stratégie de l'entrepreneur, mais il y a beaucoup de communication et ça, généralement, ça a quand même une partie plus importante que l'administratif. Mais oui, il y a plein de choses que tu peux faire, tout dépend du besoin des clients. Le simple truc, c'est que du coup, tu es en ligne. Ouais. Tu travailles à distance. Il y a des personnes qui ne sont pas super familières avec le digital et je pense que comme c'est des métiers qui sont tout nouveaux, parfois on a du mal à se figurer le quotidien en fait. Perrine, tu nous demandes sur le virtuel, comment on trouve les clients dans ce métier-là justement? Eh bien, les clients, tu vas les trouver sur Internet, par le bouche à oreille, au gré de tes recherches. Donc ça, évidemment, à partir du moment où tu sais quel type de personnes tu veux accompagner, c'est beaucoup plus simple de les trouver. Ça fait partie des choses que j'aborde évidemment dans mon programme de formation, parce que c'est là où tu as tout le pivot, parce que les compétences, c'est une chose, mais il faut aussi avoir des clients. Donc voilà, c'est... Mais pour répondre à ta question, c'est sur Internet. Tout se passe sur Internet. Après, je pense que moi, toutes les assistantes virtuelles que je connais, elles n'ont pas plus de 3 clients. Oui, tout à fait. Elles n'ont pas besoin de plus. Ça dépend vraiment du volume, mais tu peux même... Voilà, moi, j'ai eu une seule cliente pendant 3 ans, donc ça dépend des opportunités, ça dépend de la charge de travail aussi que tu as envie d'absorber, parce que il y a des personnes qui ont envie peut-être d'un mi-temps, qui ont envie de développer d'autres choses à côté. Moi, j'étais pas à plein temps parce que j'avais envie d'avoir du temps pour moi, parce que le fait d'être freelance, ça offre aussi cette possibilité de ne pas passer ton temps non plus à travailler, d'avoir du temps pour autre chose. Et c'est l'avantage d'être en ligne. Donc après, il n'y a pas de règles, il n'y a que ce qu'on a envie de faire. Et tu peux nous parler de l'aspect financier de ce métier? Ça gagne quoi, en fait, une assistante virtuelle aujourd'hui? Comment c'est rémunéré? Une assistante virtuelle, elle facture généralement à l'heure. C'est quand même ce qui est le schéma le plus simple pour démarrer. Donc, tu fixes un tarif horaire et un volume d'heures. Donc, par exemple, ton client va te dire j'ai besoin de quelqu'un pour 4, 5 heures par semaine, 10 heures. Et tu alloues un tarif. Donc, généralement, tu fais les premiers tarifs, on est entre 25 € de l'heure. Et ensuite, tout simplement, tu appliques ce tarif-là au volume d'heures et ça te donne un volume de facturation mensuel. Voilà. Ouais. Après, souvent, quand tu as des clients... Oh, pardon. Non, je dis pardon à la poubelle. J'ai foutu ma poubelle. Quand tu as une assistante depuis longtemps, enfin, je sais que moi, avec mes assistantes, on est plus maintenant sur un volume, un forfait. Tout à fait. Comme ça, elles ont de la visibilité aussi comme un salaire fixe. Finalement, c'est de la facturation, mais finalement, quand tu regardes, ça fait 7 ans que je bosse avec Véro.
c'est du salaire fixe, quoi. Absolument. Oui, oui, il y a pas. Après, c'est vraiment en fonction des collaborations que tu noues. Il y a plein de choses qui peuvent être négociées. Ça peut être aussi, dans le cadre d'événements particuliers, des commissions sur les ventes. Il y a plein de systèmes de rémunération qui sont possibles. Il y a les primes aussi. Voilà, il y a plein de choses. Le plus simple pour démarrer quand tu commences, c'est voilà, le forfait horaire parce que c'est clair pour tout le monde. Ça permet aussi à la personne de mieux cerner ce qu'elle aime faire parce qu'il y a tellement de missions et tellement de choses possibles. Euh, donc voilà, ça permet de gagner en expérience, en confiance et ensuite de pouvoir vraiment de mieux s'ajuster par rapport à ce qu'elle a envie de faire et avec qui elle a envie de travailler. Ok. Je regarde s'il y a des questions. Alors, pas de questions, allez-y les filles, profitez. On a Marie avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Marie, tu peux nous parler de ta formation, de ton école finalement. Comment tu en parles, comment tu la présentes d'ailleurs, cette formation? C'est une école, une académie? Alors, mon programme, donc, c'est formation assistant blogueur. C'est une formation que j'ai créée au terme de mes... Allez, ça faisait donc 2 ans et demi que je travaillais et que je travaillais en ligne. Et l'idée, c'était de regrouper dans cette formation tout ce que finalement, moi, j'avais appris de par mon expérience, de par tout ce que j'avais entrepris de mon côté. Et l'objectif de cette formation, c'est de devenir assistante virtuelle en 4 mois. Donc, c'est un programme qui est débloqué sur 4 mois dans lequel j'aborde vraiment tous les aspects de cette activité, donc notamment qui sont les clients, comment les reconnaître, de quoi ils ont besoin, quelles sont les missions, quel est le périmètre d'intervention d'une assistante virtuelle, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et après, évidemment, tout le côté technique, c'est-à-dire les outils à connaître. Donc là, on est vraiment dans la compétence technique. Ça veut dire les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'un site internet, comment créer des pages, comment rédiger des articles. Voilà, il y a énormément de choses d'un point de vue juste technique. Et évidemment, le volet freelancing, c'est-à-dire comment tu lances ton activité, quelle structure tu choisis, comment tu prospectes, comment tu vas chercher des clients sur Internet, comment tu reconnais des clients qui ont le potentiel économique, qui ont un budget pour t'engager, comment tu les contactes, comment tu prépares ton entretien, voilà, vraiment de tout, de A à Z. L'idée, c'est vraiment de devenir assistante virtuelle en 4 mois, de A à Z, même si tu ne connais rien à Internet, même si tu ne connais rien au marketing digital ou aux réseaux sociaux. Cette formation, elle s'adresse vraiment aux débutants. C'est la formation que j'aurais voulu avoir, moi, quand j'ai démarré et que ça n'existait pas encore, quoi. Ouais, c'est clair. Ah non, ça a l'air génial. Perrine, quelle est la durée de la formation? Donc 4 mois. Quel temps accordé à cette formation à la semaine? Ça a l'air assez intense quand même. Alors, c'est intense, mais parce que ça va vraiment... Enfin, c'est toujours difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment des modules. Il y a 5 modules en tout et sur 4 mois, on va dire que... allez, 1 heure par jour. 1 heure et demie par jour dans les modules les plus importants, donc modules 2 et 3. C'est le maximum. Donc après, à voir si c'est un travail qui est fait au quotidien ou si c'est, par exemple, tu veux te bloquer 1 jour par semaine et puis voilà, suivre le module en cours, etc. Sachant qu'il y a donc, au-delà de la partie vraiment compétence, il y a aussi un accompagnement avec du coaching tous les mois pendant la durée du programme, l'accès à toutes les assistantes virtuelles qui ont rejoint le programme et qui aujourd'hui sont en activité. Voilà, il y a toute la communauté aussi qui est là. Mais oui, ça demande quand même de l'investissement et du travail. Il faut apprendre un nouveau métier. Ça se fait pas en 1 semaine. Il faut se laisser le temps d'acquérir les compétences nécessaires. Il faut appréhender ce nouveau métier. Il faut aussi avoir ce petit shift parce que quand tu es salarié et quand tu deviens indépendant, il y a aussi d'autres enjeux, d'autres choses auxquelles il faut réfléchir. Donc voilà, tout ça, ça prend quand même du temps. Ça demande de l'investissement, que ce soit en énergie, en temps ou en argent évidemment. Voilà. C'est très important qu'il y ait une communauté parce que j'imagine, connaissant moi comment fonctionnent les assistantes, j'imagine que dans la communauté, parfois, c'est dans la communauté aussi qu'on peut trouver des missions. C'est-à-dire qu'une assistante bosse avec un entrepreneur et il y a une demande sur, je sais pas, Insta et puis l'assistante A, elle n'est pas super à l'aise en Insta, elle va demander à l'assistante B qui est super fortiche et puis il va y avoir des missions croisées et j'imagine que ça peut créer aussi des opportunités d'activité. Oui, le réseau, il est très important déjà pour le côté aussi soutien parce que quand tu es tout seul et quand tu es freelance, ça veut dire que tu travailles seul
toute la journée. Donc, pour les personnes qui sont introverties notamment, c'est un mode de fonctionnement qui va bien, et c'est mon cas. Mais il y a aussi un moment donné où tu as besoin de pouvoir échanger des problématiques que tu rencontres. Et si tu blogues sur un outil, par exemple, tu ne sais pas comment, je sais pas, organiser un concours sur Instagram, ou voilà. L'idée de cette communauté, c'est aussi de pouvoir s'enrichir mutuellement parce que Internet, c'est un milieu qui évolue très, très vite et qui bouge sans cesse. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Donc, c'est de la formation continue aussi. Donc, la communauté, elle est aussi là pour ça. Et finalement, on est tous au service d'une même entreprise, j'ai envie de te dire. Et c'est pour ça aussi que le fait d'échanger avec des gens qui comprennent ton quotidien, c'est hyper important, quoi. C'est génial. Moi, j'aurais une question ça me permet aussi de mieux connaître ton activité. Donc, toi, on va mettre tous tes coordonnées, etc., sous ou sur la vidéo. Les clients pour qui travaillent tes clientes, les personnes que tu as formées, c'est quoi? C'est des blogueurs, c'est des entrepreneurs? Tu peux peut-être nous éclairer sur les différents types d'entrepreneurs ou entrepreneuses qu'elles sont susceptibles d'accompagner? Parce que ta formation s'appelle assistante blogueur. Tout à fait. J'ai choisi formation assistant blogueur parce que pour moi, c'est donc les blogueurs professionnels, c'est vraiment une typologie de clients sur laquelle je sais il y a un vrai potentiel, il y a un vrai marché, il y a de belles places à prendre. Je pense que c'est un métier qui est très, très porteur. Donc, il y a beaucoup effectivement dans les clients de blogueurs professionnels, donc de personnes qui vivent grâce à leur blog, mais pas que. En fait, suivre cette formation, ça te donne presque toutes les clés pour pouvoir accompagner quelqu'un soit qui a déjà une entreprise en ligne et qui a besoin de se développer, soit quelqu'un qui veut gagner en visibilité. Donc, par exemple, un artisan, une petite structure qui voilà, a envie de se mettre sur Internet, a envie de vendre ses services sur Internet, même par exemple un prof de yoga, mais qui ne sait pas comment faire parce que ce n'est pas son métier et qui n'a pas forcément envie d'apprendre. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir cibler les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler. Et moi, il y a des filles qui ont suivi le programme qui ont plutôt envie de se spécialiser justement voilà, sur des petites structures et qui vont aller aider ces gens-là à créer leur site internet, à leur apporter des pistes pour récupérer des listes email, par exemple, faire plus de prospection. Donc voilà, il y a plein de clients potentiels, mais de manière générale, c'est des personnes soit qui sont déjà en ligne et qui veulent développer leur activité, soit des personnes qui repartent de zéro et qui ont envie de créer, par exemple, leur site internet et de développer leur présence en ligne pour cibler plus de clients. Et puis, il y a toutes ces personnes, tu vois, tu parlais du prof de yoga, il y a le naturopathe, la graphiste. Enfin, graphistes, elles sont un peu plus familières du web, mais tous ces gens qui sont en one-to-one, des énergéticiennes, et qui n'ont pas les compétences et qui n'ont pas envie d'aller sur le virtuel et qui vont acheter un référencement dans les pages jaunes qui va leur coûter un bras, qui ne va rien leur ramener, tu vois, autant aller investir sur une assistante virtuelle parce qu'en plus, ça fait équipe, tu n'es pas seule, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui. Et on l'a bien vu là ces derniers temps avec les confinements, toutes les personnes qui faisaient par exemple de l'accompagnement individuel, à un moment donné, elles sont confrontées à cette problématique et vont avoir besoin d'être en ligne en mettant par exemple en place des Zooms comme on est en train de le faire en ce moment, ou du coup de communiquer sur leurs réseaux sociaux pour parler un petit peu de ce qu'elles font. Et tout ça, ça s'invente pas, ça prend du temps. Apprendre à utiliser Instagram ou YouTube par exemple, c'est pas inné. Donc c'est là tout l'intérêt de se faire accompagner par des gens qui connaissent le web et qui vont pouvoir vraiment leur servir de ligne directrice pour les accompagner là-dedans. Génial. Perrine, est-ce pris en compte avec le CPF? Alors non, désolée, la formation n'est pas éligible au CPF. Voilà, donc moi non plus, mes accompagnements ne sont pas éligibles au CPF, notamment parce que ça ne nous permet pas, tu vois, nous en tant que pédagogue, ça ne nous permet pas quand même la liberté pédagogique qu'on voudrait. Donc l'éligibilité CPF, parce qu'on travaille dessus en ce moment avec l'équipe, mais l'éligibilité CPF, ça crée tellement de contraintes que on vous livrerait une formation de moindre qualité si on devait rentrer dans les clous du CPF. En tout cas, moi, c'est ce que de plus en plus, je crois à ça, en fait. Il faut rentrer dans les cases et du coup, beaucoup adapter son programme sur certaines choses qui n'ont pas forcément du sens parce que là, si je reprends on est dans un nouveau métier et que les cadres qui vont être imposés par ces organismes-là sont complètement déconnectés en fait de la réalité de ce marché-là. Ouais.
Voilà, donc malheureusement. Et puis, en plus, le CPF, ça rajoute 200 ou 300 euros de frais, je crois, supplémentaires. Donc, au final, bon. Oui, parce que tu as la TVA, tu as tout ça que tu sors de ta poche. Ouais. Ok. Perrine, merci pour l'explication. Il est vrai que l'intitulé assistant blogueur était très ciblé, mais le public l'est plus large. Oui, en effet, en fait, il est beaucoup plus large. Je vais donc m'y attarder un peu plus. Bon, bah, écoute, Perrine, tu peux entrer en contact avec Marie. Marie, justement, alors où est-ce qu'on te trouve? Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Et je noterai tout, hein, et les coordonnées pour que tout le monde puisse avoir accès. Alors moi, donc j'ai un site internet qui s'appelle formation-assistant-blogueur.fr.com. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le métier, parce que c'est vrai que là, du coup, en une demi-heure, c'était un peu en accéléré, j'ai créé une masterclass complètement gratuite qui dure 1 heure, dans laquelle je vous explique quelles sont les 7 étapes pour lancer son activité d'assistante virtuelle, et dans laquelle vraiment je détaille les blogueurs professionnels, comment ça fonctionne, comment les approcher, comment fonctionne leur entreprise. Voilà, je vous explique vraiment tout ce qu'il y a à savoir finalement pour lancer son activité d'assistante virtuelle, et dans laquelle je présente aussi le programme formation assistant blogueur, où je vous explique vraiment de manière détaillée qu'est-ce qu'il y a dans ce programme, qu'est-ce que ça vous donne à la fin, et tout ce qu'il y a à savoir de manière générale sur formation assistant blogueur. Top. Et du coup, tu t'es sur un réseau social préféré? C'est quoi ton réseau social? Alors, j'ai une chaîne YouTube où il y a quand même pas mal d'informations, où c'est mon nom, donc Marie Di Maggio, ou même si tu tapes formation assistant blogueur, normalement, si j'ai bien fait mon job, tu tombes sur moi. Activer la pression. Mais où voilà, j'y partage énormément de contenu sur ce métier-là, sur tout ce qu'il y a autour, et qui vous permettra d'en savoir plus si ça vous intéresse, si ça a titillé votre curiosité, voilà, d'en savoir plus. Carrément, elle est bien faite, nous dit Perrine, je la suis déjà. Génial, Perrine, tu vois. Super. Bon, top. Vous avez d'autres questions pour Marie? N'hésitez pas, ou de toute façon, ce sera sur YouTube, hein, cette vidéo, parce qu'on relance, nous, la chaîne YouTube. Ce sera sur YouTube, vous pourrez poser toutes vos questions à Marie. Et Marie, en plus, tu es dans le groupe Facebook Working Mum Power. Donc, pareil, les gens qui nous découvrent et qui découvrent cette vidéo par YouTube, si vous voulez davantage intégrer donc la communauté des mamans qui retrouvent le pouvoir d'agir pour changer de vie professionnelle, ça se passe sur Facebook. C'est le groupe Working Mum Power. Je vais vous mettre aussi les coordonnées de ça sous la vidéo. Eh bien, super. Merci, Marie. Tu avais le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est oser. Voilà. Parce que on se rend pas compte, et parfois quand on voit le parcours des autres, ça peut être inspirant, et il faut se dire que vous avez complètement l'opportunité à n'importe quel moment de faire ce changement-là, que votre vie, vous pouvez lui donner le sens que vous souhaitez. Il faut simplement faire ce tout petit premier pas qui va vous permettre d'aller explorer autre chose. Donc voilà, ce sera peut-être ça, ce sera peut-être autre chose, mais oser. Et plus vous allez suivre de pistes, plus vous allez aller vers ce qui vous intéresse, et plus ce sera simple de trouver votre chemin et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, et qui vous fera du bien. Donc voilà. C'est clair. Juste une dernière question de Perrine. Je voulais me lancer en tant qu'assistante administrative avec des artisans en direct. Puis-je commencer comme ça et me former ensuite avec toi pour me spécialiser en virtuel? Alors, oui, tout est toujours possible. Après, il faut que tu te poses la question du budget, en fait, de ces personnes-là. Est-ce que les artisans sont les personnes finalement qui ont le plus de budget pour t'engager? Et je pense évidemment à ce qui se passe en ce moment, parce que mine de rien, le budget, c'est hyper important. S'ils n'ont pas de budget pour t'engager et qu'eux n'ont pas de travail, ils n'ont pas le budget. Donc oui, bien sûr, dans l'idée, tu peux proposer tes services et travailler à distance avec des artisans. Ce que j'ai remarqué aussi quand même, c'est que les artisans, ils ont des process assez particuliers sur leur devis, etc. Donc, à voir quel type de mission vraiment tu peux inclure côté administratif. À moins que tu veuilles vraiment les aider à gagner en visibilité en ligne, et là, c'est encore autre chose. Mais voilà, après, tu sais, il faut tenter, donc il faut appeler, il faut poser des questions, il faut aller creuser, et les réponses, il faut aller les chercher, souvent. Yes. Bon.
Eh ben, merci à toutes d'avoir déjeuné avec nous. Merci à toi, Marie, d'être venue nous partager ça. C'est vraiment de super infos et franchement, je peux que vous encourager à, si vous êtes attiré par les métiers administratifs, c'est vraiment un gain de flexibilité énorme que de pouvoir exercer en freelance dans un métier. Et il n'y en a pas énorme hein, en freelance qui puisse être rémunérateur et avoir des débouchés derrière sans ramer tous les matins, prendre les rames pour aller trouver de nouveaux clients, etc. Enfin, voilà, si je vous présente l'activité de Marie, c'est parce que moi j'y crois et moi-même, hein, je fais appel à des assistants. Donc, Carole, juste, je me suis absentée quelques minutes. Désolée, avez-vous abordé le coût de la prestation de formation de Marie? Ça, je pense que tout est sur ta page aussi. Hein. Oui, tout est sur ma page. Le coût de la formation, il est de 1 497 €. Donc c'est un programme sur 4 mois avec la partie théorique et la partie accompagnement aussi, puisque je ne te laisse pas toute seule. Il y a une grosse communauté derrière. Je t'invite du coup à regarder la masterclass dont j'ai parlé tout à l'heure. L'inscription est gratuite. Tu trouveras tous les liens sur mon blog et dans laquelle j'explique vraiment en détail tout le métier, enfin tout ce qu'il y a à savoir vraiment pour se lancer dans cette activité-là, sur le côté freelancing aussi, et évidemment sur le programme, tu trouveras toutes les infos à ce sujet-là. Bon, ben top. Voilà. Merci beaucoup. Et Elsa, merci à Marie et à toi Bérangère, très intéressant à creuser par la masterclass sur son site. Ben oui, on peut aller télécharger la masterclass sur son site. Je mettrai tous les liens partout. Merci à vous, belle journée. Merci Marie et merci très bon après-midi. À très vite. Au revoir, bye.